Sur cette île, située en plein cœur de la Méditerranée, certains n'hésitent pas à passer leur nuit sur les plages pour voir au petit matin le soleil qui leur sourit. Un soleil orange qui les invite à sortir de leurs songes et à plonger dans la réalité. Cette île, c'est la Corse, une beauté pure à l'image de la splendeur de son horizon. Alors, hâtons-nous de rejoindre les chanceux et de poser nous aussi les pieds sur son sol. Et tous les moyens sont bons pour y parvenir. Une île dont le parfum persistant et reconnaissable les yeux fermés lui permet de se démarquer des autres. Une terre qui donne envie d'être parcourue, tant elle recèle de lieux incontournables, riche de découvertes qui semblent infinies, génératrice de sensations que l'on voudrait éternelles, et sont autant de moments émouvants d'évasion. De ces eaux turquoises et cristallines, à ces nombreux villages accrochés aux montagnes. Des villages qu'on peut rejoindre à dos d'âne sur leurs pitons granitiques, qui semblent totalement abandonnés tant leur parc automobile est d'un autre monde. Et la pierre des maisons détient une place de choix dans ces ruelles escarpées. Ces bourgades isolées et recroquevillées à flanc de collines qui, telles des nids d'aigles, semblent embrasser la mer au loin. On pourra toujours croiser à leur sortie des vaches sauvages et les fameux cochons noirs qui nous garantissent un dépaysement prolongé. Sans compter les chèvres, habillées de longues robes, toujours prêtes à combattre avec leurs cornes typiques. Toutes ces particularités que nous offre cette région de la Haute-Corse de la Costa Verde. Ce petit paradis terrestre, propice à d'innombrables randonnées, regorge d'espaces naturels au milieu d'un patrimoine sauvage, préservé. Sans oublier les cascades, qui donnent l'impression d'en prendre toujours plein les yeux lorsque nous parcourons ces lieux. De plus, notre regard se fait admiratif devant l'authenticité de tant d'édifices historiques et d'héritages religieux riches et conséquents. Le touriste fuyant le soleil trouvera toujours dans ces villages traditionnels des chemins d'accès variés, passages sous une arche typique, déambulations dans de petites ruelles pour retrouver des forteresses, des chapelles ou encore des églises, voire des cathédrales, comme celle de Servionne, Saint-Érasme et son esthétique baroque avec son clocher isolé, sa façade dépouillée à 3 étages et sa couleur ocre parfaitement intégrée dans ce décor de pierre. Son intérieur en marbre, bois sculpté et fresques peintes en séduira plus d'un. Et en traversant ces villages d'une autre époque, nous pouvons contempler les façades de ces maisons hautes, tendues vers le ciel, qui apparaissent bien irrégulières pour certaines, dominant le maquis et la mer. Et c'est encore dans cette région de la Costa Verde que nous irons plonger dans le passé, comme avec ce pont romain, venu de nulle part, qui nous renvoie à la très riche histoire de la Corse. À commencer par celle des ponts. Il faut dire qu'elle dispose de tellement de rivières, de fleuves ou de ruisseaux qui parcourent ce département de long en large, les célèbres fiume en langue corse,
Il est difficile d'imaginer la Corse sans ses ponts, des célèbres génois aux autres, des ponts qui ont traversé les époques et ont tous une réelle valeur esthétique. Empruntés par les ânes bâtés, ils permettaient de rompre l'isolement des régions et favoriser les échanges de marchandises rendus difficiles par un relief accidenté. Solides, la plupart ont survécu. D'autres sont tombés sous les bombes, comme celui de Ponte Novo. Une histoire qui s'est faite aussi avec ces hommes, ces artisans qui par leur travail ont enrichi le patrimoine de cette île, comme ici, en plein cœur de la région du centre Corse, à San Lorenzo. Alors ici, la charcuterie c'est une tradition, c'est fait avec des animaux de race corse, c'est des animaux qui sont élevés en liberté, avec une finition blanche châtaigne. C'est des animaux qui sont tués à l'âge de 18 mois. Vous voyez ces beaux cochons, ils sont élevés dans les forêts, dans les châtaigniers. C'est des animaux qui se nourrissent en finition d'herbes, de racines, de glandes, de châtaignes. Et ça donne du caractère à notre viande, avec une viande très foncée, qui ensuite, quand le produit est fini, il y a des goûts de noisettes qui reviennent par derrière. C'est une viande qui est très mature, qui a du goût, vous voyez comme elle est foncée, c'est des animaux donc, qui ont du bon gras. Et si on sort de très bons jambons, très bonne coque et très bonne langue. Alors là vous avez des noix de jambon, ainsi que le jambon. Tout ce qui est les jambons qui sont un peu trop gros, on les casse, on fait des noix et le reste de la chair, on s'en sert pour faire du saucisson. L'arrière-pays corse et ses belles régions, de la Castagniccia à la Balagne. Et c'est au son des orgues des églises, aux coupoles souvent imposantes, qu'on grimpe dans ces villages au charme indéniable. Des villageois fiers de vivre dans ces bourgades en escargot, avec leurs maisons collées les unes aux autres sur les éperons rocheux. Certains comme des balcons dans la mer, d'autres qui règnent au-dessus des champs d'amandiers et d'oliviers. Les hommes ici se plaisent à perpétuer les coutumes, comme celle de la chasse au sanglier, à l'ovatoggio les week-ends. Les rabatteurs et les tireurs n'ont qu'un seul but, ramener au village après une bonne battue le plus de sangliers tués. La partie est loin d'être terminée, car il faut dépecer les animaux. Merci. Ça, c'est toi, ça. Dans la terre à chaque fois. Alors moi, je sauve la situation. C'est vous qui l'avez tué alors? Oui, c'est moi qui l'ai tué. Et d'ailleurs, tu n'as qu'à voir. Hein. Eh bien, ce matin, on a fait une belle battue. On a fait les montes. On a tué 3 belles bêtes avec un petit. Et hier, on en a tué 4 pareils. Avec un beau de 75 kg à peu près. Vous faites les battues? Samedi, dimanche. Voilà. Et de temps en temps le jeudi. Sur cette terre de sensations fortes, l'eau cascadant de ses sommets nous rappelle qu'elle est une montagne dans la mer. Au milieu de ces beaux massifs du centre de cette île, une autre coutume est bien vivante, la tradition pastorale. Les bergeries à moyenne altitude témoignent d'une certaine activité. Des bergeries qu'on trouvera souvent vers des sources d'eau, des abris typiques avec leurs toits de lauze, construits en pierre sèche, qui illuminent ces régions montagnardes. La production des fromageries est réputée sur toute l'île. Provenant du lait de brebis endurantes, s'élevant facilement en plein air. À l'automne, il est courant de croiser ces troupeaux de moutons qui descendent des montagnes, où ils ont pu se régénérer durant tout l'été et bénéficier de l'air frais de l'altitude. Ces moutons, c'est la pure race corse qui est adaptée au terrain de montagne. Ces moutons font partie des paysages de montagne de toutes ces îles de la Méditerranée. Mais la Corse est celle qui nous fait le plus rêver. Une terre baignée par la mer, où le saphir et l'émeraude lèchent les galets.
Une terre capable par moments de nous transporter dans des paysages époustouflants de beauté et d'inspirer le respect de tous devant cette magie des lieux qui permettent à chaque voyageur de créer son propre circuit. Et il sera toujours unique. Cette terre a été chantée par les plus grands. Des chants qui sont un moyen de s'évader et d'exister en même temps. D'exprimer joie et peine. Capables de nous prendre aux tripes et nous toucher sans nous lâcher. Transportés, nous en venons à poser nos mains sur les arbres des nombreuses forêts qui la composent, qui transpirent sous la chaleur pour nous apporter la fraîcheur. Et leur parler, c'est mettre en valeur cette terre, celle de Mido et Petru. Petru, la main sur l'oreille afin de mieux tempérer le volume de son chant, nous conduit sur cette île à grands coups de frissons. Pas besoin de grandes phrases. L'émotion dégagée est suffisante pour nous montrer à quel point cette terre est prête à vibrer dans le cœur de tous les Corses. Un spectacle à lui seul qui nous renvoie au passé. Une histoire géologique extrêmement complexe qui nous rappelle que la Corse provient d'une plaque qui s'est détachée des Alpes et de la partie sud du continent européen, qui a permis, il y a des millions d'années à la Corse, de devenir autonome en entamant une lente dérive en Méditerranée. L'ouverture de la dorsale méditerranéenne conduira la Corse et sa voisine la Sardaigne à se séparer de la Provence-Côte d'Azur. Le creusement de la Méditerranée aidant, l'Estérel s'est divisé et a embrasé une partie de l'île. Raison pour laquelle on trouve des roches de même nature dans les Alpes-Maritimes et dans certaines régions de Corse, comme Piana ou Scandola. La couleur rouge s'est emparée des rochers, comme elle l'a fait de son histoire. Le sang a coulé, le rouge devenant au fil des siècles le symbole de la vie, de la force et de la chaleur propre à cette île. Une histoire douloureuse
dû certainement à sa position stratégique au cœur de la Méditerranée occidentale. Alors, étant donné que la Corse est au centre d'enjeux méditerranéens très importants, l'histoire de son peuple ne va pas être un long fleuve tranquille, puisque la Corse, en effet, elle est convoitée. Elle est convoitée que ce soit pour des raisons commerciales, et dans ce cas-là, on va trouver des peuples comme les Grecs phocéens, les Étrusques, les Carthaginois, les Génois, bien entendu, mais aussi pour des raisons purement militaires. Et à ce petit jeu, il y a évidemment les Romains, les Pisans, et bien entendu les Aragonais et les Français. Donc au milieu de tout cela, les administrations, elles changent régulièrement et malheureusement, ça ne se fait pas pour le grand bonheur des populations qui, fatalement, face à cela, vont plutôt se réfugier à l'intérieur de l'île. Le peuple corse, on le dit souvent, c'est un peuple qui est montagnard, c'est un peuple qui est ancien, mais qui est d'abord montagnard, même si néanmoins, il faut garder la mainmise de la mer pour des raisons qui sont évidemment des raisons de commerce, malgré l'insécurité des littoraux et malgré bien sûr tout ce qui sera le phénomène de piraterie, de corsaires qui va agir en Méditerranée, notamment des corsaires venus d'Afrique du Nord. On pourrait parler des barbaresques, on pourrait parler aussi des Ottomans qui sont un peu les grands ordonnateurs de tout ceci. Donc la Corse va subir pas mal de conflits et parmi toutes les administrations qui vont se succéder, une des plus importantes, ça sera évidemment la République de Gênes. République de Gênes qui reste 5 siècles, qui a eu du mal à s'implanter, et là encore, ça ne s'est pas fait sans violence. Bien entendu, il y a une dernière partition à compter, c'est le peuple corse lui-même. En effet, à l'intérieur, il y a aussi un ennemi commun, c'est le Corse, puisque chaque vallée, chaque montagne possédait son château avec des seigneuries très importantes, et ces nobles Corses, entre guillemets, vont jouer aussi leur propre partition dans cet échiquier méditerranéen, et évidemment cela va créer des tensions internes particulièrement importantes, et ces seigneuries n'auront de cesse d'avoir des alliances ou des mésalliances justement entre la France, l'Aragon, la République de Gênes, le Vatican, Rome, et ceci va aussi donc créer une certaine insécurité, bien entendu. Face à tout cela, la République de Gênes, elle va s'imposer progressivement, d'abord sur un plan purement commercial, elle va attirer les populations, mais ensuite sur un plan purement administratif, avec un véritable gouverneur qui avait des pouvoirs très importants, qui étaient très souvent relayés. Et les Corses vont s'apercevoir que malgré, je dirais, quelques avancées qui seront profitables, notamment sur un plan agricole, sur un plan du confort de vie, sur un plan de la sécurité, avec des tours littorales qui vont surveiller, des citadelles, eh bien les Corses comprennent que finalement cette République de Gênes, elle reste un petit peu dans une politique de l'entre-soi, va avoir des avantages que n'auront pas les Corses de l'intérieur finalement, et ceci va dégénérer notamment au XVIIIe siècle. Les cités des Lumières amènent les Corses à réfléchir à d'autres modes d'administration, et bien sûr cela va conduire, après une longue révolte, à une période qui sera celle de l'indépendance. Cette indépendance corse, elle est menée par un personnage, Pasquale Paoli, Pascal Paoli en français, qui est un philosophe, mais qui est aussi un militaire formé à Naples, et qui va faire de la Corse la première des démocraties modernes en Europe. C'est-à-dire que pour la première fois, ce n'est pas une tête couronnée qui dirige la Corse, mais bien les Corses eux-mêmes. Ça va durer 14 ans, et malheureusement pour Paoli, jusqu'à une annexion française, Français qui étaient alliés des Génois et qui reçoivent la Corse par traité des mains de la République de Gênes. Finalement, il faut la conquérir militairement et on comprend que malgré une armée corse, une flotte, une université, une démocratie, tout ceci ne fera pas le poids face à la puissante armée de Louis XV qui arrive donc pour s'installer en 1769. L'histoire n'est pas non plus oubliée à Corte, capitale historique de l'île. Cette ville au milieu des montagnes, protégée par son nid d'aigle et sa citadelle, a retrouvé le calme. Plus bas, dans son cœur historique, les 4 canons de sa fontaine se sont tus et nos regards sont plutôt attirés par sa réalisation en marbre et par la présence de Gafori, dont la statue est érigée non loin. Ce patriote cornais, assassiné dans sa ville de naissance, nous montre par son bras tendu la direction des montagnes. Sur cette terre volcanique, les montagnes sont présentes au-dessus de l'étage méditerranéen. De profondes vallées et ravins participent à ce décor. Des sommets de l'île au littoral, les multiples rivières ont creusé de profonds canyons, tous plus beaux les uns que les autres. Et quel que soit votre point de chute, il y en aura toujours un très proche. Naturels ou sauvages, ils offrent des couleurs indescriptibles, illuminés par les eaux cristallines des rivières.
parcourue par des eaux chaudes, des eaux qui, l'été, font le bonheur des touristes. Une flore diversifiée abonde, riche d'une végétation dense, composée de châtaigniers impressionnants, arbres emblématiques de l'île. Les hêtres, les bouleaux et les fameux pins lariciaux constituent également les forêts sur les hauteurs de l'île. Encadrant ces lacs dans lesquels le ciel se reflète, véritables joyaux rencontrés en altitude, comme celui du lac de l'Hospédale, un lieu hors du commun. Un panorama fantastique qui nous transporterait presque au Canada si cette retenue d'eau artificielle était moins asséchée. Un spectacle à lui seul attendra les visiteurs qui pourraient être tentés de poursuivre leur chemin à la recherche de cascades, comme celle de Picha di Giadu, cascade du sapin. Un parcours les fera cheminer entre un sous-bois de superbes pins et de rochers non moins étranges, creusés au fil des millénaires par l'érosion de la pluie et du vent. Un vent fort du sud-ouest, le Libeccio, qui traverse toute l'île. Au cœur de ce site remarquable de l'Alta Rocca, la cascade et ses 80 mètres de dénivelé, une chute d'eau spectaculaire. Un décor féerique, fait de pentes abruptes, de falaises raides et de rochers aux formes extravagantes. Un monde presque lunaire, où règne une atmosphère mystérieuse, en parfaite adéquation avec ce lieu. Un petit air de Yosemite Park, à n'en pas douter. Un dépaysement qui nous invite à pousser plus haut, vers les grands sommets de cette île. À rejoindre le toit de la Corse, à la recherche de sensations d'aventure. Selon le proverbe, il n'y a pas pire que l'eau qui dort. Mais c'est loin d'être le cas sur cette île. La montagne et l'eau se sont bien rencontrées. Un mariage réussi pour les Corses. Une eau partout présente, du nord au sud de l'île. C'est par les nombreuses rivières et un parcours qui se mérite que les fameuses aiguilles de Popolasca et ses sommets apparaissent bien déchiquetés et forment le pendant de celle de Bavela au sud. Un paradis préservé qu'on ira appréhender, un massif rocailleux en plein centre de l'île, dont l'érosion au fil des millénaires a creusé des structures impressionnantes. Le défilé de la Scala di Santa Regina, un canyon monumental creusé dans le granit par le plus long fleuve de Corse, le Golo. Il s'impose à nous, un véritable régal pour les yeux. De torrent, il devient rivière, suivant un tracé qui franchit des gorges étroites et encaissées à flanc de falaise. Au milieu d'un chaos de roches grises sombres, parfois rougeâtres, un vrai néant minéral, qu'on se prend à aduler à mesure que l'on grimpe dans ce massif des plus hauts sommets de l'île, dominé par le Monte Cinto. Entre pistes ravinées par les pluies et amas de rochers en suspension à l'infini, il y a tout pour se plonger dans un univers fantastique. Et à mesure que l'on avance, c'est toute l'âme de la Corse qui se dévoile. Et d'ailleurs, il n'y a pas que l'appétit qu'on aiguise en escaladant ce massif montagneux. Il y a aussi la pierre de ce massif, propre aux grandes randonnées. Entre tous les capous de l'île, par moments, on pourrait se croire au Manitoba, au nord de l'Amérique, avec ses étendues immenses de lacs et de forêts. Il ne manque que les ours pour se croire là-bas.
Un maquis touffu que les morts ont bien dû parcourir lors de leur piraterie. Symbole de cette île, ce maquis règne en maître, notamment le long du littoral. Les Corses ont appris à apprivoiser cette terre qui reste quand l'homme a arrêté de la cultiver, de la travailler. Ici, la nature sauvage fait loi. Cet espace non exploité et abandonné est recouvert d'une végétation odorante une partie de l'année, qui, à force de pousser, en vient à faire disparaître les voies d'accès, le rendant ainsi impénétrable. Si l'homme l'a abandonné, la nature, elle l'a fait prospérer, à tel point que le maquis ici part de 0 à 900 mètres et couvre à peu près 25% du territoire de l'île. Différentes espèces poussent dans ce maquis, dont certaines sont endémiques à la Corse. On trouve entre autres l'arbousier, le ciste, le myrte, le genévrier et la bruyère. Toutes ces plantes sauvages constituent une véritable réserve d'essence thérapeutique et ont toutes des vertus médicinales. La densité du maquis le rend quasiment impénétrable. Seules quelques espèces peuvent s'y frayer un chemin comme par exemple le sanglier, le renard ou le yatouolpe. Le maquis est si touffu qu'il en devient hostile. À l'époque des bandits, il servait même de refuge. Et une expression prédominait, on disait « prends le maquis », ce qui veut dire « je pars en cavale ». Une montée d'adrénaline, des émotions fortes, qu'on peut trouver aussi devant ces espaces naturels tels que les plages, toutes plus magnifiques les unes que les autres, du sable à perte de vue, des eaux turquoises et limpides, une mer translucide, une clarté naturelle des lieux et des rochers. Des sites extraordinaires qu'on pourrait penser ne voir qu'en carte postale. Et pourtant, ils sont bien là. On en tomberait presque devant ces clichés quasi surnaturels. Les vagues, tantôt bleues, tantôt vert tourmaline, arrivent à nous faire tourner la tête. Des vagues qui ont sculpté cette enclave de calcaire qu'est Bonifacio. Son lustre sauvage, avec ses falaises blanches à l'infini. Des falaises impressionnantes, creusées par le temps et la mer, allongées en bateau. Avec la découverte des grottes, les côtés cachés de cette île apparaissent au grand jour. Une cité qui paraît avoir une identité à part, protégée qu'elle l'est par ses fortifications et sa citadelle. Des murs imposants dominant et embrassant les bouches. Accrochée à la pointe sud de la Corse par cet étroit goulot, la ville spectaculaire de Bonifacio et son port de pêche abrité révèlent un petit côté italien, tant elle semble proche des côtes sardes. D'autres cités caractéristiques, comme Olmeto, accrochée à flanc de montagne, semblent imposer le respect. Elle domine le golfe de Valinco. De ses hautes façades typiques en pierre, elle accentue l'aspect de forteresse de ses maisons patriarcales avec des fenêtres plus hautes que larges. Qu'on retrouvera aussi à Sartène, ville corse par excellence, qui surplombe Propriano. Par la variété de ses paysages, par sa richesse naturelle et ses points de vue à couper le souffle du soir au matin, offre toute la magie d'une Corse authentique qui contribue à donner à cette terre d'aventure son habit de lumière. On aura tendance à retrouver sur tout ce littoral ses teintes chaudes. Le meilleur moyen d'admirer cette côte est de profiter de tous ces petits ports de plaisance, tous plus attrayants les uns que les autres, afin de ne rater aucune merveille de ce littoral bordé de plages sublimes. Tout un mélange d'étendues aux couleurs irréelles, du rose au blanc immaculé, qui ont tendance à faire penser que les tropiques s'invitent à tout moment. Et même les villes côtières baignent dans la couleur, comme la cité de l'île Rousse, Isola Rossa, l'île rouge en Corse, que les Romains avaient déjà baptisé le Rocher Rouge. La trace de leur passage est encore présente aujourd'hui,
et il n'y a qu'à arpenter le centre pour s'en rendre compte. Calvi, cette ville prospère, aurait pu disparaître sous les raids des barbaresques sans ces citadelles, qui se sont multipliées sur tout le littoral pour contrer et éviter le pillage des côtes. De combien de luttes passées ont-elles été le témoin? Des vestiges et un littoral qu'il est décidément bien difficile de quitter. Un rivage unique attaché à cette île, que les Grecs eux-mêmes avaient baptisée Caliste, la plus belle. C'est les yeux mouillés qu'on laisse ce beau territoire. L'appareil photo chargé à bloc de clichés cadrés dans tous les sens, avec un seul objectif, y revenir le plus rapidement possible pour voir et revoir ces paysages qu'on ne se lasse pas d'admirer. E per appena dico un po' che li si mette in un pensieri, che li si mette in una mercia, mezzo alle rame la disperi. Quando li so quantelli ne so fieri. Ora si